Ok. C'est le chef du village qui a la signature principale. On aide normalement les chefs du village à pouvoir, on va dire, sécuriser leur terre. L'État fait ce qu'on appelle un titrement massif. Ok. L'ensemble des parcelles qui sont dans le lotissement, là, on va les immatriculer, faire les procédures, tout ça. Donc l'objectif, on va dire, d'un juriste d'entreprise auprès d'un entrepreneur au sein d'une entreprise, c'est de protéger les intérêts de l'entreprise, que ce soit en termes de prévention ou de traitement de risques. Plaisir de recevoir une juriste remarquable, une passionnée de droit, Michel Moussessiri. Michel Moussessiri est juriste fiscaliste de formation, spécialiste en droit du travail et droit foncier, juriste d'entreprise et créatrice de contenu juridique. Elle va nous partager aujourd'hui son parcours, ses défis et sa passion pour le droit. Elle va également nous éclairer sur un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt depuis quelques temps, qui est l'ADU. Qu'est-ce que l'ADU, comment il fonctionne et quels sont ses impacts? C'est maintenant dans Ça ou le droit. Aujourd'hui, je te reçois dans Ça ou le droit. On va un peu explorer ton parcours, parler du thème qu'on a prévu. D'accord. D'abord, qu'est-ce qu'on doit retenir de toi? Déjà, merci Sao pour l'opportunité. Merci d'avoir pensé à moi pour cette capsule. Je suis Michel Moussé, juriste de formation. Je vais essayer de relater un peu mon parcours. J'ai obtenu une licence en droit public. J'ai continué avec un master un master 1 droit public. Puis je me suis spécialisée effectivement en fiscalité des entreprises et j'ai récemment soutenu sur la thématique liée aux procédures fiscales en Côte d'Ivoire. On va dire l'aspect digitalisation. Donc, en tant que juriste, j'ai commencé à travailler dans le milieu des entreprises. Ma première expérience, elle a débuté plutôt dans un cabinet, dans un cabinet d'avocats. Après, on va dire, c'était plutôt un stage d'immersion. Donc, après ça, j'ai progressé dans le monde des entreprises jusqu'à ce jour et aujourd'hui, je suis responsable juridique dans une entreprise qui est spécialisée dans le secteur du numérique et du foncier. Donc voilà un peu, on va dire brièvement, mon parcours. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre formation? Déjà, on va dire la première difficulté, comme je l'ai souligné tantôt, je suis issu d'une formation en droit public et je suis parachuté dans le monde des entreprises. Donc, on va dire le premier défi, c'était de faire un recyclage parce qu'il fallait revoir certains fondamentaux. On continue à revoir les fondamentaux, mais c'était vraiment ça, en fait, on va dire la première difficulté à laquelle j'ai été confrontée. Et la seconde, on va dire, c'était plutôt des questions de confiance en soi. Pour tout débutant de carrière, en tant que juriste, tu appréhendes un peu le monde du travail, tu te poses des questions. Au début, il y a un peu des questionnements. Voilà, est-ce que je serai vraiment à la hauteur? Est-ce que je pourrais mettre réellement en pratique ce que j'ai appris? Donc, on va dire que ce sont les deux difficultés auxquelles j'ai été réellement confrontée avant de pouvoir intégrer. On va dire même pendant que j'intégrais au début le monde du travail. Mais au fur et à mesure, on a pu surmonter ces difficultés. On va dire maintenant, on parle plutôt de défis liés au monde même professionnel. Chaque jour, on essaie quand même de relever des défis qui se posent à nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à persévérer et tout ça? On va dire initialement, la vocation de juriste ou de faire le droit, elle est née de mon père. Il a toujours voulu que je sois juriste et principalement magistrate. Donc, naturellement, c'est depuis le collège qu'il en parle. Il essaie un peu de semer cette graine-là. Et puis, bon, on va dire, arrivé après le bac, le choix il était assez clair. Et quand je suis arrivé en droit, je ne me suis pas déplu non plus. J'ai appris, j'ai aimé, j'ai senti en fait que c'était mon mieux. Puis voilà, en fait, notre bonhomme de chemin. Vous êtes super passionné. Oui, super passionné. Je ne me suis pas trompée. Je ne me suis pas trompée de voie. Peut-être que je continue à me chercher un chemin, à me frayer un chemin dans le droit, mais je sais que c'est la voie que j'ai choisie et c'est vraiment sans une bonne regret. décision. Oui, effectivement. Et comme je le disais tantôt dans votre présentation, vous êtes juriste d'entreprise. Oui. C'est quoi un juriste d'entreprise et c'est quoi votre rôle? D'accord. Donc, comme le nom l'indique, le juriste d'entreprise, c'est celui qui a pour rôle de protéger les intérêts
de l'entreprise, donc les intérêts légaux de l'entreprise. Il va s'assurer de la conformité légale et il est important qu'en tant qu'entrepreneur, les entrepreneurs, les juristes autour pour éviter des risques de litige ou de contentieux. Donc le juriste, on va dire son premier rôle, c'est de prévenir le litige, les risques juridiques en entreprise, éviter qu'ils ne se produisent. Et si malheureusement le risque qui s'est produit, on va quand même chercher à le traiter au regard des textes de loi. Donc l'objectif, on va dire, d'un juriste d'entreprise auprès d'un entrepreneur au sein d'une entreprise, c'est de protéger les intérêts de l'entreprise, que ce soit en termes de prévention ou de traitement de risques juridiques. J'aimerais savoir quelles sont les qualités essentielles que vous allez, quels conseils vous allez donner à des personnes qui souhaitent devenir juriste d'entreprise. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas tous les étudiants actuellement qui sont en droit ou les élèves qui veulent faire du droit qui connaissent ce métier-là. La plupart, c'est être magistrat, avocat, greffier. Quels sont les conseils essentiels que vous donnerez à quelqu'un qui a envie de devenir juriste d'entreprise? Déjà, comme je le dis souvent, lorsque j'écris du contenu, la première chose, il faut être une personne qui est capable de s'adapter. Personnellement, comme j'ai dit, j'ai fait une formation en droit public. Ça ne m'a pas empêché de pratiquer le droit privé, de pratiquer le droit numérique et de pratiquer le droit français. Donc, la première qualité, il faut être capable de pouvoir s'adapter. Deuxième qualité, la rédaction. Un juriste qui écrit, qui fait des fautes, c'est pas sérieux en fait. Et on sait aujourd'hui, avec le niveau scolaire, depuis, on va dire, le collège, il est important que nos jeunes frères, nos cadets puissent vraiment s'appliquer. Il est important de savoir écrire. Il faut être structuré dans la démarche en tant que juriste parce que tu dois inspirer confiance. Tu es la figure, on va dire, la première figure après la direction générale de l'entreprise. Et si tu fais des tests, tu rédiges des contrats qui sont erronés, à un moment, on va se demander, en fait, est-ce que tu as vraiment étudié le droit? Parce que il faut qu'on soit vraiment conséquent. Les gens sont très durs avec les juristes. Et c'est normal parce que toi, tu es censé incarner les valeurs de la loi. Donc, si tu n'es pas cohérent dans dans tes travaux, dans tes recherches, dans tes rendus, ça ne sera pas vraiment très intéressant. Merci. Et on va aborder notre thème maintenant, qui est le droit d'usage coutumier. C'est quoi l'ADU? Donc, l'ADU, pour faire très simple, l'ADU s'est présenté comme ce document-là qui vient remplacer l'attestation villageoise. Donc, depuis le 1er juillet 2024, mais on va dire effectivement depuis début 2025, parce que ça a été lancé en 2024, mais mis en application effectivement à partir de début 2025. Donc, l'ADU est ce document dit unique, infalsifiable, sécurisé, que l'administration met à la disposition de la chefferie dans le cadre de ses relations avec on va dire les acquéreurs ou les usagers. Donc, comme on l'a dit tantôt, l'ADU est venu pour remplacer l'attestation villageoise dans le domaine urbain. Donc, c'est un document qui ne fait pas office de l'ACD, mais qui vient juste pour remplacer l'attestation villageoise qui existe depuis au moins 2013. Donc, on va dire depuis plus d'une décennie. Voilà, donc c'est vraiment ça, succinctement. L'ADU, ça s'applique sur quel terrain? Quels sont les terrains ruraux ou bien... Donc, merci pour la question. L'ADU s'applique à la zone urbaine. Donc, déjà pour rentrer même dans le fond, on l'a dit tantôt, c'est un document qui est dit sécurisé parce que quand il vient remplacer l'attestation villageoise, c'est parce que l'attestation villageoise, le format variait. Donc, chaque chef de village avait tendance à remettre des attestations qui sont conformes à lui, sa procédure en fait. Donc, l'État se dit, mais tiens, il faut qu'on puisse en fait trouver une solution par rapport à ce problème-là. Donc, l'ADU vient en tant qu'un document pour uniformiser la chose, de sorte qu'on ne puisse pas retrouver en fait différents modèles sur on va dire, le marché du foncier. Quelles sont les étapes qu'une personne doit faire pour avoir l'ADU, pour obtenir l'ADU? Déjà, voilà. Déjà, on va essayer de faire un petit historique. Ce qui se passait avec l'attestation villageoise, lorsque quelqu'un partait acheter un terrain pour faire terre à terre, c'est le chef du village qui lui remet l'attestation villageoise. Normalement, quand on achète un terrain, c'est sur un terrain approuvé. Donc, on prend le cas des terrains qui sont approuvés. Quand on remet l'attestation, il y a toute la paperasse qu'il faut faire, la procédure technique en termes de lotissement. Donc, ce qu'ils appellent dossier technique. Il faut se faire accompagner par un géomètre expert pour pouvoir constituer son dossier technique. Donc,
tu prends le dossier technique, l'attestation villageoise et tout ce que ça comporte, ta CNI, et tu vas faire ta démarche pour pouvoir obtenir l'ACD. Maintenant, aujourd'hui, on dit, on remplace l'attestation villageoise par l'ADU. Maintenant, ce qui se passe avec l'ADU ne concerne pas déjà les terrains, c'est-à-dire les anciens lotissements. L'ADU concerne les nouveaux lotissements qui ont commencé, on va dire, à partir effectivement de 2024, sinon 2025. Donc à partir de l'entrée en vigueur de l'ADU, comme on dit, la loi n'est pas rétroactive, l'ADU s'applique à partir des nouveaux lotissements qui vont naître après son application effective. Donc on va dire officiellement, c'est à partir de 2025 réellement, que les lotissements qui viennent, on cherche à appliquer l'ADU. Maintenant, comment? C'est-à-dire l'État fait ce qu'on appelle un titrement massif. On fait terre à terre les parcelles, l'ensemble des parcelles qui sont dans le lotissement là. On va les immatriculer, faire les procédures, tout ça. Et jusqu'à ce qu'on puisse arriver en fait à l'ADU. La subtilité ici avec l'attestation villageoise. Le titrement, c'est-à-dire quand on doit immatriculer une terre, c'était plutôt en aval. C'était pas au moment où on devait chercher à faire tout ça en fait. C'est-à-dire quand tu vas introduire ta demande d'ACD, c'est à ce moment-là que l'État cherche à immatriculer la terre pour qu'elle entre d'abord dans le patrimoine de l'État et puis on te transfère à toi en tant qu'individu. Donc, on va dire qu'au niveau de l'ADU, depuis le lotissement, quand tu cherches à approuver ta terre, à ce niveau-là, au moment où on approuve, on immatricule en même temps, ce qui n'était pas le cas avant en fait. Comme ça, quand tu vas faire la demande d'ACD avec l'ADU, c'est beaucoup plus simplifié, contrairement à ce qui se faisait avant parce que les gens se plaignaient. Selon vous, est-ce que c'est efficace sur le terrain? Comment vous avez constaté? Est-ce que c'est plus efficace par rapport à l'attestation villageoise ou il y a des insécurités jusqu'à présent? Personnellement, parce que c'est devant la caméra, j'ai pas encore vu physiquement l'ADU. J'ai vu ça on va dire, en photo dans le projet que le ministère a présenté. Mais quand j'ai mis des enquêtes sur le terrain, je suis allé un peu me renseigner sur le site, on va dire la page internet Facebook du ministère. Dans les commentaires, la question revenait, les gens se posaient des questions et ils ont répondu pour dire en fait que c'est quelque chose de progressif. C'est pas du jour au lendemain qu'on aura l'ADU sur l'ensemble des parcelles. C'est quelque chose de progressif. Et j'ai lu quelque part qu'il y a des lotissements qui ont pu obtenir l'ADU, dont le lotissement Adopio 1. Et ça a été confirmé par beaucoup de personnes dans, on va dire, les nouveaux lotissements qui ont commencé. Ça fait partie des lotissements où il y a eu quand même l'ADU. Mais c'est assez progressif parce que ça demande, il y a pas mal d'étapes en amont à respecter. Depuis, c'est-à-dire le lotissement jusqu'à l'immatriculation, c'est quand même beaucoup d'étapes qu'il faut respecter. Je pense que c'est progressif. Mais quand même, il y a des zones où, selon ce qu'on peut voir sur le terrain, il y a des zones où, on va dire, l'ADU a été délivré, certaines zones. Déjà, on remarque que on constate que c'est beaucoup plus précis par rapport à l'attestation villageoise. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que c'est vraiment efficace par rapport à l'attestation villageoise? Moi, je pense qu'en termes de perspective, en termes d'enjeu, oui, l'ADU pourra être efficace. Parce que déjà, on va essayer d'être en toute logique, on laisse même le droit de voir un document multiforme. C'est-à-dire, chaque chef de village a son document. Ça crée un rapport, on va dire, bizarre entre les usagers et puis les chefs de village. Voilà. Ça crée un rapport, moi je pense que là, déjà créer un rapport de sécurité un peu quand même dans le foncier, dans la mesure où avoir un seul document et qui est, on va dire, mis à disposition par l'administration, on dit que ça comporte un code QR qui est unique. Pour moi, d'abord, il y a beaucoup de volonté de pouvoir sécuriser le domaine foncier à ce niveau-là. Donc, on me garantit que quand j'ai l'ADU, c'est moi seul mon numéro, j'ai un identifiant unique, je peux vérifier en ligne sur le site le système de gestion intégré, je scanne le code QR, je vérifie en ligne pour voir les informations. Pour moi, c'est quand même une garantie que, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir zéro risque, mais c'est une garantie qu'on veut quand même sécuriser le domaine du foncier. Si je prends déjà la forme, sur le terrain, oui, je pense que ça peut contribuer. Ça peut contribuer à beaucoup de choses parce que l'attestation villageoise, c'est chaque chef de village qui la délivre. Et souvent, il est arrivé qu'il y ait de multiples attributions. Voilà, ce sont des cas qui sont des gens. Aujourd'hui, avec l'ADU, on dit qu'il y a un seul identifiant unique que tu peux vérifier déjà le code QR. Je pense que ça va quand même permettre en fait à l'usager de prendre beaucoup plus de précautions
et il sera beaucoup plus à l'aise avec, on va dire, la délivrance de l'ADU. Est-ce que ça va pas poser un problème dans le futur avec les chefs du village et l'État? Parce que les chefs du village vont se dire qu'ils perdent un marché en fait. Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes à la longue? Non, moi je pense pas parce que c'est un document qui est, on va dire, fabriqué par l'administration. Ok. Délivré. Mais délivré au chef du village. Ok. C'est le chef du village qui a la signature principale. On aide normalement les chefs du village à pouvoir, on va dire, sécuriser leur terre. De sorte que quand on arrive au niveau, une fois qu'ils ont pu sécuriser la terre, ils ont fait les PV de famille, tout ce que ça comporte, et puis on dit, OK, l'ADU est délivré. Les ADU pour chaque lot sont délivrés au chef du village. C'est lui qui a la responsabilité de pouvoir l'octroyer à qui de droit. Okay. Donc si une personne vient accueillir, la signature obligatoire, c'est le chef du village. Il y a d'autres personnes qui interviennent, c'est-à-dire le lotisseur, et puis le président du comité villageois, mais ce sont des signatures facultatives. Mais il est dit que le chef du village a une signature obligatoire sur l'AD. Donc pour moi, il n'y aura vraiment pas de problème à ce niveau. Néanmoins, je pense qu'au départ, il y a eu des sorties sur Internet, des chefs hatchants. Voilà, on a pu assister un peu à ça, mais je pense que c'était lié un peu à leurs inquiétudes. Et je pense qu'aujourd'hui, on entend moins ces préoccupations, certainement, peut-être parce que, on va dire, en aval, il y a eu des échanges et tout ça sur la question qu'on peut rassurer un tant soit peu. Donc, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur la question. Ok, moi j'ai bien envie que tu éclaircisses nos auditeurs avec deux thèmes que je trouve que souvent les gens se mélangent un peu. La zone urbaine et puis la zone rurale. Quelle est la différence? Déjà, on va commencer par faire la différence au niveau des acteurs. Première différence, en zone urbaine, on parle du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Okay. En zone rurale, on parle plutôt du ministère de l'Agriculture. Okay. Donc, on va dire au niveau des ministères de tutelle, il y a une différence. Au niveau de l'opérationnel, les acteurs qui sont dans l'opérationnel, on parle d'agences foncières, le haut, je le dis, mais l'AFOR qui intervient dans le domaine de la zone rurale et l'agence de gestion foncière qui intervient dans le domaine urbain. Okay. Et toujours dans le domaine urbain, il y a également le guichet unique du foncier. Okay. Voilà. Et après, quand on rentre dans la documentation, déjà, quand on parle d'ACD, c'est la zone urbaine. Okay. On parle de certificat foncier dans la zone rurale. On parle c'est-à-dire avant la loi, avant les questions d'ADU, tout ça, on avait l'attestation villageoise, l'aide de cession, d'attribution, tout ça dans la zone urbaine. La zone urbaine, on parlait de toutes ces questions-là avant, on va dire les questions on va dire que la documentation a évolué au fur et à mesure que les lois aussi ont évolué. Voilà, avec les différentes réformes, depuis la réforme domaniale de 2013 jusqu'à aujourd'hui la réforme de l'ADU. Et dans la zone rurale, donc pour terminer avec la zone rurale, certificat foncier et également un arrêté de propriété coutumier ou foncier, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vraiment ces éléments de distinction qui permettent de savoir dans le jargon à quel moment on se situe dans le domaine du foncier urbain, du foncier rural, sans forcément rentrer dans les aspects trop techniques. Ok. Et voilà, merci. Moi, je veux que vous me donner des mots de fin, vous donner des mots de fin à nos éditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour conclure? D'accord. Déjà, comme on a parlé des étudiants ou des juristes qui débutent leur carrière, c'est pas très évident en ce moment parce qu'il y en a beaucoup qui rencontrent des difficultés avec le marché de l'emploi. Moi, je voudrais simplement les encourager et puis vraiment que chacun puisse s'armer de courage. Je pense qu'à un moment, clairement, chacun va trouver sa voie, que ce soit dans le domaine du droit, parce qu'il y en a qui ont commencé à faire des études de droit qui n'ont pas forcément terminé. Il y en a qui effectivement. Donc, je voudrais simplement leur dire beaucoup de courage et aux acteurs ou aux personnes qui veulent investir dans le domaine du foncier, je dirais qu'ils se fassent accompagner par des experts dans le domaine afin de réduire le risque juridique. Et plus on a la bonne information, moins en fait on a peur de pouvoir s'investir dans le domaine foncier. Parce que naturellement, il n'y a pas de risque zéro. Voilà, et puis voilà, c'est vraiment ce que j'avais à dire concernant ce détail. D'accord. On vous retrouve aussi les réseaux. Sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Serunoussé, enfin Michel Serunoussé,
Et puis, sur TikTok, j'ai créé un nouveau compte juriste, fiscaliste et socialiste où je partage des conseils aux étudiants, aux personnes qui débutent leur carrière. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Merci, c'est un plaisir, c'est un honneur de te voir ici. Merci. Allez-y la suivre parce qu'elle fait du bon travail, elle crée vraiment du bon contenu et j'espère qu'elle va continuer parce qu'on a encore besoin de ses connaissances. Merci. Donc, merci à vous qui nous avez suivis. On se retrouve dans un autre épisode. C'était ça ou le